Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel échange entre entrepreneurs. Alors j'ai reçu Émilie Terret, hypnothérapeute spécialisée enfants et ados. Ça fait des années que je connais Émilie pour la petite histoire, car on a déjà travaillé ensemble à de nombreuses reprises, et c'est naturellement que je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'invite sur mon podcast, parce qu'elle a vraiment beaucoup d'expérience en la matière. Elle s'est lancée il y a quelques années et ça paye pour elle, et surtout elle se bouge pour y arriver. Alors prenez des notes, car Émilie vous donne énormément de conseils. Alors je l'ai aussi invitée car elle rencontre une problématique que beaucoup d'entre vous subissent, et notamment depuis le Covid. La question est, comment vivre de son activité lorsqu'on décide de déménager son activité, lorsqu'on décide de changer de région, par exemple. Je sais que c'est pas facile de tout recommencer, en effet. Alors j'ai demandé à Émilie de nous en parler, de parler de son parcours, de comment elle fait aujourd'hui pour réinstaller son activité dans la région bordelaise. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous nos conseils et astuces sur copleny.fr et lors de nos masterclass en vous inscrivant directement sur copleny.fr/masterclass. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Salut Émilie! Bonjour Léa! Comment ça va? Bien et toi? Eh ben ça va, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Alors pour la petite histoire, en fait, Émilie, c'est grâce à elle, on va dire en grande partie, que j'ai lancé Copleny. C'est elle qui m'a insufflé cette envie d'accompagner les entrepreneurs du bien-être, parce que c'était ma première cliente. Et donc, 3 ans et demi après, nous voici en train de papoter de ton activité. On va parler de ton parcours, de ce qui marche pour toi, de ce qui a été difficile. On va aussi parler de ton déménagement, puisque aujourd'hui, l'objet aussi de cet échange, c'est de savoir comment on peut vivre de son activité bien-être, mieux-être quand on déménage. Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Donc, merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Léa. C'est chouette. 3 ans et demi après, c'est important. Ouais, on est d'accord. On fait un petit bilan, en fait. C'est ça. C'est le bilan à 3 ans et demi, carrément. Bilan à 3 ans et demi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es, ce que tu fais? Raconte-nous un petit peu. Avec plaisir. Alors moi, je suis Émilie Terret, j'ai 39 ans, j'ai été manager pendant 15 ans et je me suis reconvertie en 2018-2019 à l'hypnose dans un premier temps, au coaching, et puis je me suis formée au fur et à mesure parce que je crois que dans nos métiers, on a du mal à s'arrêter de se former. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants, des ados. Je travaille sur la famille. J'adore ça. J'étais en région parisienne, à Gif-sur-Yvette, en Essonne, plus précisément, auparavant. Et j'ai quitté pour arriver en région bordelaise en septembre 2022. Voilà. Je suis maman de 2 enfants qui ont 9 et 7 ans. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, t'as plein de casquettes en fait. Carrément. Alors du coup, quand tu t'es lancée, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé tes premières années avant ce déménagement? Alors j'ai eu de la chance, enfin non, j'ai pas eu de la chance. Je me sens chanceuse parce que tout s'est super bien passé. Honnêtement, je me suis installée en septembre 2019. Donc quand on y repense maintenant avec le recul, on se dit « Oula, début 2020, comment ça s'est passé ?» Mais en fait, tout s'est super bien passé parce que j'étais dans une région très dynamique où l'hypnose était déjà relativement connue. J'ai eu la chance des rencontres et puis d'avoir pu accompagner des personnes qui avaient véritablement besoin de mon aide, qui m'ont recommandé et qui ont été des bonnes recommandations, entre guillemets, parce que j'ai eu la chance de toucher une pédiatre, j'ai eu la chance de toucher des psychologues, de toucher différents accompagnants, je vais dire, d'enfants et d'ados. Et du coup, ça m'a permis de fonctionner très bien. J'étais très heureuse de l'évolution de mon cabinet parce que très rapidement, j'ai pu en vivre.
sans avoir de difficultés quelconques. La clientèle arrivait relativement facilement. Maintenant, on avait bien préparé le truc. Je me souviens d'une discussion de 2018, toutes les deux. J'étais dans la salle de bain, en m'occupant de mes enfants et où je t'avais eu au téléphone en me disant « Mais moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur que mes clients, ils viennent pas. » Et je crois que la situation, ma localisation, mon personnage aussi, qui je suis, ma formation, a fait que ça a bien fonctionné. Tout ce que j'ai mis en place en face a bien marché. Donc voilà un petit peu les premières années. Ce qu'elle ne dit pas, parce qu'Émilie est modeste, c'est qu'elle travaille énormément, que tu t'es donné. Moi, je te connais très bien. Alors, elle dit qu'elle a eu de la chance, mais il n'y a pas que de la chance, il y a aussi beaucoup de travail. Tu t'es créé des opportunités, il faut quand même que tu le dises. Tu as démarché. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles actions pour toi ont fonctionné quand tu étais en Île-de-France ? Alors, ce qui a bien fonctionné en Île-de-France, c'est plusieurs choses. J'ai voulu, au début, que tout le monde me voie. C'est-à-dire que je sois visible partout. Je sais pas si, tu nous diras mieux que moi, Léa, là-dessus, mais il me semble que pour pouvoir avoir l'acte d'achat, il faut l'avoir vu 7 fois, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Donc moi, j'étais partie dans cette idée-là. Je veux être un incontournable de l'accompagnement des enfants et des ados à Gif-sur-Yvette. C'était vraiment mon objectif. Donc c'était en fait ta vision, quoi. Voilà. C'était ma vision. Ouais, exactement. Je voulais absolument être l'incontournable sur ce sujet-là. Et donc, du coup, ce que j'ai fait qui a bien fonctionné, c'est que j'ai créé des cartes postales avec une jolie citation, avec une photo de moi derrière et un petit mot en disant quelles étaient les applications d'hypnose, comment on pouvait s'en servir et comment je pouvais accompagner les enfants, les ados et les familles dans ce cadre-là. Et j'ai déposé ça dans toutes les boîtes aux lettres aux 5 km autour de chez moi. J'en ai déposé 1500, je crois, un truc comme ça, le truc de dingue. Bon, ça a pris plusieurs semaines, bien entendu, on est d'accord, mais ça a bien marché. Après, j'ai travaillé un peu mon réseau, en allant à des rencontres réseau aussi, ça c'était pas mal aussi. J'étais très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn un peu, mais pas tant que ça. Et puis voilà, très rapidement, j'ai essayé de récupérer des adresses mail pour pouvoir faire des newsletters, mettre à jour mon blog, des choses comme ça. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné. Et puis, tu avais un réseau aussi de prescripteurs qui, pour toi, a été très important. Exactement. C'est qu'en fait, très rapidement aussi, oui, ça, je ne l'ai pas dit. Très rapidement, quand j'accompagnais un enfant et que ça se passait bien, je demandais aux parents d'en parler au médecin. Ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que quand le médecin il voit un enfant qui est venu, qui allait voir un hypno pour l'énurésie, pour du pipi au lit, ou bien pour du stress, ou bien pour d'autres choses, et que ça a bien fonctionné, il hésite moins à vous envoyer quelqu'un par la suite. Et donc ça a bien marché, c'est vrai. Oui, complètement. Les recommandations du corps médical ont énormément de poids. Et puis, mais toi, tu as été les démarcher. Comment tu as fait ? C'est-à-dire que tu as été les voir, tu as parlé de toi. Comment ça s'est passé ? Pas en région parisienne. Là, je suis en train de le faire où je suis aujourd'hui. C'est un exercice qui n'est pas simple. Je ne l'ai pas fait en région parisienne, j'ai pas eu besoin. Et puis très rapidement, moi en région parisienne, quoi qu'on en dise, on est arrivé en 2020 et très vite on a eu le Covid. Donc on a été confinés. Et en fait, moi ça a été une super opportunité, c'est que ça m'a obligée à travailler différemment, à développer ma présence sur les réseaux, à parler de ce que je faisais, à développer les séances en ligne. Et en fait, ça n'a pas ralenti. Mon activité a continué pendant cette période-là. Donc tout ça a été positif. Pour revenir à l'histoire des prescripteurs et des médecins, je ne suis pas allée les approcher. En fait, j'ai une espèce de petit complexe par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont inaccessibles et que c'est compliqué d'y accéder. Donc, ce que je fais, c'est que quand je vois un médecin pour mes enfants ou pour moi, je dépose des cartes et j'explique ce que je fais, systématiquement, dans ce cadre-là. Mais j'ai beaucoup de mal à aller les approcher pour leur dire « Hello, j'existe ». En fait, tu l'as fait d'une manière beaucoup plus spontanée et naturelle. Tu t'es créé des opportunités finalement en faisant ça aussi. C'est ça. Trop cool. C'est ça. Trop cool. Et donc, du coup, tu disais que tu arrivais aujourd'hui à vivre de ton activité. Enfin, quand tu étais en tout cas en Île-de-France, tu avais combien de séances ? Parce que tu sais, je te pose cette question parce que souvent on me dit oui, c'est dur de vivre que de son cabinet. Et souvent, je donne ton exemple. Parce que je dis, non, en fait, c'est possible. Toi, tu avais combien de séances ? Tu dégageais à peu près combien de chiffre d'affaires ? Moi, j'avais à l'époque entre 80 et 120 séances mois. Donc, je faisais entre 20 et 30 séances semaine.
Donc ça dégageait un chiffre d'affaires entre 4 000 et 5 000 euros. Moi. Ok, on parle bien de chiffre d'affaires, pas de revenus, d'accord? Pas de revenus. Pour nos éditeurs. Ouais, c'est important. Oui, puis il y a beaucoup de réinvestissements. Il y a beaucoup aussi, moi très vite j'ai payé de la TVA puisque j'ai dépassé le plafond de TVA du coup dès la première année, etc., etc. Donc au final, c'est pas du tout ce montant-là que j'avais dans ma poche, mais c'était quand même ce chiffre d'affaires que je générais par cette activité. Admettons, demain, moi je me lance en tant que hypno. Quel conseil tu pourrais me donner pour que j'arrive à avoir des clients? Premier conseil, localisation. Réfléchissez à où vous vous localisez. On n'a pas du tout la même population sur une pratique en médecine alternative, médecine douce, d'accompagnement dans le bien-être, quand on est dans un endroit CSP+, que quand on est dans un endroit où il y a moins de moyens, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider. Moi, je dis toujours, j'adore faire de l'hypnose solidaire, c'est-à-dire que j'accompagne gratuitement, ça m'arrive. Ou alors à tout petit prix, ça m'arrive. Mais pourquoi je le fais? Parce que je suis payée à côté. Parce que je facture mes séances à côté. Je ne peux pas faire que du solidaire, c'est pas possible. En tout cas, j'ai 2 enfants à nourrir, j'ai une maison à payer et je peux pas le faire. Donc je le fais que parce que j'ai une rentrée d'argent qui passe. Et donc du coup, la localisation pour moi est essentielle. Si je suis localisée à un endroit où 1, j'ai pas de réseau, ou 2, il n'y a pas les moyens, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas pour moi, ma croyance à moi. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Autre chose, travaillez la manière dont vous vous présentez. Parfois, on a un petit syndrome de l'imposteur en se disant je veux pas trop me la péter. Je veux pas. Stop. On ose. On parle de son activité. Il n'y a pas une journée où je ne parle pas à 1 ou 2 personnes de ce que je fais et de pourquoi je le fais. Et ça, je l'ai fait dès le premier jour où j'ai commencé à me former. Parler de ce qu'on fait, en parler, accrocher toutes les opportunités qui pourraient se présenter. J'en sais rien, moi, une proposition de conférence, une opportunité de live sur les réseaux, une opportunité de rencontre à un autre endroit, peu importe. Montrez-vous. Je crois que c'est vraiment les choses à dire. Ça va avec j'assume ce que je fais, j'assume ce choix de la reconversion, ma responsabilité de m'être reconvertie. J'assume ce choix en fait pleinement. C'est ça en fait que tu veux dire. Carrément. Je l'assume et je me donne les moyens. Tu vois, moi, avec le déménagement, il y a des choses qui sont plus compliquées. On en parlera par la suite, mais ce que je passe ma vie à me dire, c'est je ne veux aucun regret. Je m'éclate tellement dans ce que je fais, dans ce que je mets en place et dans les accompagnements que je veux faire, que je veux absolument m'être donné tous les moyens pour que ça fonctionne. Je vais pas attendre mon cul sur le canapé ou dans mon lit à me dire mince, ça vient pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'ai pas mis en place pour que ça vienne? Où est-ce que je me suis pas montrée? De quelle manière je n'ai pas osé me montrer, tout en étant éthique, déontologique, ok avec mes valeurs et qui je suis, hein, on est bien d'accord. D'accord, super intéressant ce que tu dis sur ça. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les personnes qui se lancent? Tu parlais de la localisation, de la communication sur ton activité. Est-ce que tu penses à autre chose que tu pourrais conseiller? Savoir se faire entourer. J'ai eu la chance de travailler avec toi au début de mon activité. J'ai eu la chance de travailler avec d'autres personnes aussi parce que j'avais à cœur vraiment d'aller piocher un peu à droite, à gauche. Donc que ce soit en coaching direct, que ce soit en accompagnement de groupe, que ce soit en intervision, que ce soit en supervision, peu importe. Faites-vous accompagner. Ne restez pas seul par rapport à votre activité. C'est super important parce que de 1, ça permet déjà de se rappeler pourquoi on le fait. De 2, ça permet de réfléchir un peu autrement parce qu'à plusieurs cerveaux, on réfléchit pas pareil. De 3, ça légitime aussi, je trouve, ce qu'on fait que de se faire accompagner. Et c'est super important. Et je n'enlève pas vraiment toute la valeur qu'a pu avoir nos rencontres, Léa, nos accompagnements, mais aussi les supervisions que j'ai faites, mais aussi les intervisions, aussi les lectures, tout ce que j'ai pu lire ou développer. Il y a une époque, je faisais tous les webinaires gratuits que je pouvais avoir des coachs qui accompagnaient aussi pour pouvoir me renseigner, puis aller creuser un peu tout ça. En tout cas, vraiment rester ouvert
Et quand on a une idée en tête, quand on n'a qu'une envie, c'est de se développer, vous le savez, c'est comme la pièce de puzzle que je cherche quand je fais mon puzzle. Hein. Je vais la voir automatiquement parce que mon cerveau, il a enregistré la forme, la couleur et ce qu'il cherche. Quand je me mets dans l'optique de développer mon activité, de mettre les choses en place et que je suis ouverte à toutes les opportunités qui vont me permettre de le développer, naturellement, je vais voir des opportunités que j'aurais pas vues en temps normal. Mais ça passe effectivement par le fait de croire en soi, de croire en son activité, d'être responsable de sa reconversion, de mener son truc, quoi, en fait, de se dire, c'est OK, je suis pas là à moitié ou en demi-teinte. J'y suis vraiment. C'est pour ça que j'ai tendance à me fâcher quand on me dit, mais Mélie, c'est normal, une activité, faut 3 ans pour la lancer. Oui, c'est vrai que ça prend du temps, je l'enlève pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis responsable de ce que je fais, si je le mets en place, je ne corresponds pas à une case. Je corresponds à moi. Et je vais mettre en place des choses pour que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison, en fait. L'implication qu'on donne, en fait. Cette responsabilité, encore une fois, qu'on donne à sa reconversion et au sens qu'on donne à sa nouvelle, entre guillemets, activité professionnelle. Je suis responsable de l'implication et de l'énergie que je déploie pour y arriver. Ouais, c'est clair. Exactement. Ouais, c'est clair. C'est ce que je rabâche toute la journée. Tu m'as bien formée, t'as vu. T'as pas besoin de moi là-dessus. Et tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, tu vois, tu parles de s'entourer, d'être accompagné, notamment d'un point de vue business, mais pas que, mais surtout d'un point de vue business. Moi, toute la journée, on me dit, j'aimerais bien, mais j'ai pas les sous. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? De ce serpent qui se mange un peu la queue, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que l'argent que j'ai le mieux investi dans mes formations, c'est quand j'étais consciente de ce que ça allait m'amener. Quand j'ai posé sur table mes objectifs, ce que je voulais, et que je les ai confrontés à ce que j'allais pouvoir avoir dans le service d'un coach ou de quelqu'un qui allait m'accompagner. Et je me souviens très bien que c'est ce qu'on a fait lors de tout premier contrat qu'on a fait ensemble, Léa. Je sais pas si tu te souviens. Je t'avais dit, moi, je veux ça, 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 ça. Tu m'avais dit, mais t'as besoin de quoi? De ça, 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 ça. OK. Moi, je sais que je peux t'aider là-dessus, 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 là-dessus. OK. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? OK. Et on s'était dit, OK. Et ça fera tant. OK. Techniquement, ça. Quand ça répond à ce dont j'ai besoin. Quand je sens la personne que j'ai en face, parce que c'est un truc qui est super important. J'ai fait aussi des coachings avec des personnes que je sentais qu'à moitié. En me disant, c'est des grands coachs, ils vont m'aider. Mon Dieu. Là, c'était pas très bien investi. Mais bon, tout ça pour dire, quand vous sentez la personne en face de vous, que l'offre qu'elle vous propose correspond à vos besoins, que vous êtes en phase avec ça et que vous n'avez pas de doute. Moi, je dis toujours, s'il y a un doute, c'est qu'il faut pas y aller. Voilà, qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez-y, foncez. Et foncez et osez-le et faites-le pour de vrai. On est tous, si vous êtes dans une idée d'entrepreneuriat, techniquement, vous savez très bien que la valeur qu'on met dans les choses, c'est ce qui permet d'avoir de la valeur dans la vie et dans ce qu'on vit par la suite. Et que du coup, se faire accompagner, ça fait partie des bases et des piliers pour toute la suite de votre entrepreneuriat. C'est pas que dans l'instant, c'est vraiment pour la suite. Alors oui, c'est important de bien réfléchir et de bien investir, mais c'est essentiel d'investir. On peut pas avoir des fruits si on n'investit pas. Merci pour ta réponse, Émilie. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle on va dire du sujet déménagement, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs post-Covid, il y a énormément de personnes qui nous contactent en nous disant, voilà, moi j'ai mon activité qui est déjà en place, mais là je déménage. Je suis un peu angoissée, je sais pas trop comment ça va se passer. Et toi, tu as vécu ça. Il y a quelques mois, tu as fait le choix avec ta famille de partir à côté de Bordeaux. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de comment ça se passe en fait pour toi dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle région aussi. Alors, je vais être moins positive au départ. C'est que ça a été beaucoup plus difficile que je l'imaginais. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'était plus facile au départ quand j'ai créé ma boîte au départ. Parce que je savais pas où j'allais. Donc, du coup, j'avais une énergie à revendre et j'étais partie pour que ça fonctionne et j'avais pas peur de ça.
J'y crois toujours autant. C'est pas du tout, ça n'a pas impacté ma confiance en mon activité, en ce que je peux donner, en ce que je peux apporter. C'est pas ça. C'est que je me rends compte que, en fonction de l'endroit où on va, la culture n'est pas la même, le fonctionnement n'est pas le même, la demande n'est pas la même, et c'est important d'être en capacité de s'y adapter. Ça demande davantage de temps que ce que je l'aurais imaginé, surtout quand on a une activité qui fonctionne initialement. Parce qu'on est un peu sur ses lauriers, tu vois. Pendant 3 ans, j'ai pas eu besoin, j'ai cherché et démarché au départ, oui, beaucoup. Et j'ai beaucoup travaillé. Mais au bout d'un an, de 1 an et demi, ça roulait. Et je ne cherchais plus. Et j'avais pas besoin de ça et j'avais du temps justement pour développer d'autres projets. Donc j'ai développé un podcast, j'ai développé d'autres projets en parallèle qui font que ça se passait bien. Et le déménagement m'a obligée à me remettre dans cette notion-là. Comment je démarche? Comment je fonctionne dans un monde qui est pas tout à fait similaire? La région parisienne et la région bordelaise, même s'il y a beaucoup de Parisiens qui vont à Bordeaux, c'est quand même pas tout à fait la même culture. Et donc, du coup, il est nécessaire de se réinventer. Mais en même temps, c'est un merveilleux cadeau, quoi. Enfin, moi, j'aime pas m'ennuyer, donc j'aime bien quand ça change. Donc, c'est vraiment chouette. Mais ça oblige à réfléchir différemment. Ça oblige à sortir de sa zone de confort. Ça oblige à proposer d'autres services aussi que ceux qu'on proposait initialement. Est-ce que, par exemple, tu disais que c'était différent d'une région à l'autre. Est-ce que tu as un exemple de choses qui fonctionnent pas pareil? Ouais. En région parisienne, les parents venaient beaucoup me voir en me disant moi, je veux pas passer par le médical pour de l'énurésie, quoi. Et on voit le médecin, il nous propose un médicament. Moi, je trouve ça un peu intrusif dès le départ pour du pipi au lit d'aller voir le médecin et donner un médicament. Et je préférerais qu'on tente autrement. Et c'est pour ça qu'ils venaient me voir. Ça marchait aussi comme ça avec les adolescents pour le stress. Non, mais le médecin nous dit d'aller voir un psy, mais moi, j'ai vraiment envie qu'on essaye de manière plus douce, quoi. On n'a pas besoin de rentrer dans un process médical. On a envie que ça se passe rapidement, en fait, dans la notion de thérapie brève et d'accompagnement bref. Ici, c'est pas ça. Les gens sont plus dans l'idée de « Non, mais moi, j'ai un vrai problème, faut que j'aille voir un vrai médecin. » Je vais pas aller juste voir un hypno parce que l'hypno, c'est pour les phobies, les machins, les trucs, mais les petits trucs. Moi, j'ai un vrai problème avec mon gamin. Donc, du coup, je veux vraiment qu'il aille mieux, donc je vais vraiment voir un médecin. Et je sais que j'ai des connaissances qui m'ont recommandé sur des problématiques de stress, de sommeil et de ce genre de choses. Et les gamins sont suivis depuis 8 mois par un psychologue de la région. Je dis pas que c'est pas bien la psychologie, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, c'est que c'est pas la même pratique. Ça n'a pas le même impact sur l'enfant. Et donc, en fait, la même place. Et je me rends compte que, clairement, il faut que je change ma manière de communiquer sur mon activité. Il faut que j'éduque ou que j'élève ou que je donne accès à l'information de ce qu'est que l'hypnose pour enfants. À quel point c'est magique, à quel point ça permet de débloquer des choses chez les enfants. Il y a beaucoup plus de résistance, tu vois, par exemple, par ici, qu'il y en avait en région parisienne. D'accord, ok. Donc du coup, adaptabilité aussi, du coup. Carrément. Résilience, du coup. Oui. C'est ça. Et mis à part ça, comment aujourd'hui, toi, tu arrives avec... Donc, en fait, tu as eu une grosse phase d'observation avant de te lancer dans d'autres actions, finalement. Pas si grosse que ça, parce qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça apprenait pas. Alors attention, ça prenait pas. J'ai jamais fait une semaine avec 0 séance. J'ai ouvert le cabinet en septembre. Voilà, j'ai fait un mois de septembre, je crois, à 20 séances dans le mois. J'ai fait un mois d'octobre à 30 séances, un mois de décembre à 40. J'étais trop contente. Et puis janvier, c'est redescendu, mais c'est redescendu apparemment partout. On est reparti sur 25 séances. Aujourd'hui, je fais entre 25 et 30 séances mois. Donc c'est beaucoup moins que ce que je faisais, c'est sûr, mais très rapidement, en fait, dès novembre, décembre, je me suis dit, oula, il va falloir trouver une solution quand même pour que ça puisse se développer autrement. Donc, comme tu le dis, effectivement, résilience, se réinventer, réfléchir autrement. Donc là, j'ai réfléchi et j'ai approché les écoles, par exemple. J'ai approché les écoles pour proposer des prestats aux écoles, aux associations des parents d'élèves. Et pour preuve, cette semaine, je fais une conférence pour l'association des parents d'élèves dans une salle de la commune
pour présenter et travailler sur les émotions de l'enfant. Donc en fait, ça m'oblige à me réinventer, à proposer d'autres choses, à proposer des prestations plus adaptées au milieu et à aussi travailler sur l'éducation dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire quoi de mieux que de faire une conférence devant 40 à 50 parents, qu'on va probablement rediffuser sur les réseaux sociaux, etc., etc. Quoi de mieux que ce moment-là pour présenter ce que je fais et pourquoi je le fais et pourquoi ça a une valeur ajoutée pour vos enfants. Je reviens juste sur ce que tu disais juste avant, parce qu'en fait, quand t'es arrivé, t'avais déjà 10, 15, 20, 30 séances. Comment t'as fait? Parce que c'est ce qu'ils vont se demander, nos auditeurs et nos auditrices. Comment t'arrives dans une nouvelle région, t'as déjà des rendez-vous? Comment ça se passe? Eh ben, très vite, j'ai refait ce que j'avais fait en région parisienne. Donc, j'ai refait mes histoires de cartes postales. Donc ça a quand même plutôt bien marché. J'avais pas 10 séances par semaine à l'époque. J'avais 10 séances par mois au début. 10-12 séances mois, tu vois. Donc, il y a eu ça. Après, je me suis montrée à tous les événements de la commune au départ. C'est-à-dire, je suis allée à l'apéritif réseau, je suis allée aux rencontres des nouveaux arrivants. Je me baladais jamais sans une carte. Allez hop, on distribue. À chaque fois que je passe acheter du pain, je remets des cartes à la boulangerie pour être sûr qu'il y en ait. Tu vois, vraiment, c'est cette notion-là, c'est cette idée d'assumer et de parler de ce qu'on fait. C'est toujours ce truc-là. Donc ça a très bien marché. Puis des choses bêtes, c'est-à-dire que quand vous racontez à la boulangère ce que vous faites, eh ben il y a la dame derrière qui vous dit ah bon vous faites ça parce que ma petite fille elle a des problèmes d'énurésie depuis très longtemps et elle s'en sort pas. Bah voilà ma carte, n'hésitez pas. Puis vous dites à votre fille puisque c'était sa petite fille, la fille de sa fille, de m'appeler. Et puis voilà, c'est vraiment parler. Ne pas hésiter à s'investir dans les associations. Très vite, moi j'ai approché aussi la radio locale. J'habite à Saint-Aubin-de-Médoc, il y a une radio de Saint-Aubin-de-Médoc, pour pouvoir être interviewée par cette radio, pour pouvoir parler de ce que je fais encore une fois. Parlez, communiquez, montrez-vous. Vous êtes là, vous existez, vous avez de la valeur. Et ce que vous avez à montrer, vous pouvez le montrer. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai mis en place quand je suis arrivée. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. En parlant de ce que je faisais, pourquoi je le faisais, en travaillant sur le réseau et sur la com, quoi. Comment tu vois la suite du coup? Parce que là, t'as mis en place des actions un peu différentes, tu t'es réinventé. Comment tu vas aujourd'hui, à quoi tu penses pour arriver au chiffre d'affaires, au quotidien que tu pouvais avoir en Île-de-France? Je crois que je change un peu mon point de vue là-dessus. C'est-à-dire que j'étais très contente de mon activité telle qu'elle était en Île-de-France. Mais j'ai bien conscience qu'elle ne sera pas la même ici. Et c'est quelque chose que je commence à peu près à accepter. Mais j'ai pas le même rythme de vie. Par exemple, mes enfants allaient à la garderie tous les soirs. Ici, mes enfants vont quasiment jamais à la garderie. Et c'est OK pour moi aussi, tu vois, c'est un fonctionnement qui est différent. Du coup, je me réadapte là-dessus et encore une fois, je me réinvente. Et je prends énormément de plaisir à faire des ateliers. Donc là, je suis en train de voir avec les directrices des écoles pour pouvoir faire des ateliers pour accompagner les enfants dans les problématiques de harcèlement, par exemple. À faire des ateliers avec les maîtresses et les classes, à faire des choses un petit peu comme ça, qui sont différentes et qui m'apportent aussi beaucoup de plaisir. J'ai démarché aussi les librairies. Tu sais, les librairies font parfois des interventions de professionnels pour pouvoir parler de certains sujets, pour pouvoir faire une conférence, faire un atelier, etc. J'ai démarché les associations aussi dans ce cadre-là. Donc, il y a un espèce de deuil à faire d'une situation qu'on avait avant qui était différente. Je crois que c'est un renouveau, un recommencement, à moi d'y trouver les fruits dont j'ai besoin pour pouvoir en vivre et que ça puisse être satisfaisant pour moi. À voir comment je vais pouvoir le faire. Je t'avoue que c'est assez flou. Là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les 3 prochains mois. J'ai 2 conférences, des ateliers en école, etc. Donc, je vais voir les fruits qui vont en découler, la manière dont ça va se mettre en place. Je me suis aussi investie dans des gros réseaux, des beaucoup plus gros réseaux que ce que j'avais fait en région parisienne, parce que j'en ressens le besoin, parce que je me sentais un peu seule par rapport à mon activité, parce que j'avais besoin de partager là-dessus. Quand on crée une première activité dans un endroit où on connaît du monde, où on est déjà connu et reconnu par certaines personnes, par des amis, par des connaissances, et qu'on arrive dans un coin où on connaît personne, il y a aussi ce besoin-là, il faut le reconnaître. Donc il y a tout ça à mettre en place. Donc
je pense que les choses seront plus claires dans quelques semaines par rapport à ça. Mais aujourd'hui, comment je me vois, c'est vraiment en continuant ça. En continuant à être ouverte sur les opportunités. Donc là, par exemple, je vais faire une intervention pour un Rotary Club. Donc dans le cadre de missions, je propose des lots pour de séances et des accompagnements pour des tombolas, des choses comme ça au niveau de la mairie aussi. Je m'investis dans les associations et je suis convaincue que ça va payer. D'accord. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu fais beaucoup plus de local que de digital depuis que tu es dans la région bordelaise. Oui. Même si je viens de remettre à jour entièrement mes méthodes de communication grâce à Amandine de chez toi aussi d'ailleurs, pour pouvoir retravailler sur mes réseaux différemment, parce qu'il est important de se mettre à jour aussi là-dessus. Mais j'ai une soif de rencontrer des gens en vrai. J'en ai un peu marre de ce côté en ligne, qu'on a connu tous de manière plus ou moins forcée par le Covid et par cette période-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me faire connaître en local. C'est un truc qui est assez instinctif pour moi. Et donc, du coup, je travaille beaucoup sur le local aujourd'hui. Là où j'ai encore quelques clients de région parisienne qui continuent à faire des séances en ligne. Hein. C'est quelque chose que j'ai pas perdu par mes newsletters, par des contacts que j'ai gardés, par du customer care. Hein. C'est-à-dire que prendre soin de mon client, ne pas l'oublier. Quand je pense à un client, il m'arrive de lui faire un petit message en disant « Hey, je pensais à vous, comment ça va ?» Tout ça. Enfin, voilà, je le fais aussi. Mais vraiment, aujourd'hui, mon objectif, c'est de travailler sur du local et d'être reconnu en local. Ouais, complètement. Et ce qui est important, je pense que c'est super utile ce que tu es en train de dire pour ceux qui nous écoutent, parce que à l'ère de l'hyper digitalisation, moi je parle plutôt de l'hyper digitalisation parce qu'en fait on pourrait croire que le digital on peut 100% en vivre, qu'il suffit d'une newsletter et de quelques posts sur Insta ou sur TikTok ou peu importe pour y arriver, sauf que ce que j'explique toute la journée aussi, c'est qu'une stratégie digitale se construit et doit être en cohérence avec toutes les actions et surtout la stratégie qu'on met en place. Et donc, en fait, ce que tu dis là, c'est que tu pousses des portes en local. Tu t'investis dans ta ville. Tu te montres. Alors après, me dira-t-on que c'est ta personnalité et qu'on est tout un peu différentes. Sauf que si, et j'aimerais bien te poser la question aussi et savoir ce que tu en penses, si tu as décidé d'être indépendante, alors au début, tu n'as pas décidé d'être entrepreneur, tu as décidé d'être hypnothérapeute. Et donc, cette notion d'indépendance, elle est arrivée, on va dire, un peu de manière pas forcée, mais ça va avec, quoi. En tout cas pour toi. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ton rôle d'indépendante, tu l'as compris, toi, très vite. Et tu t'es dit, mais en fait, s'il y a personne qui pousse des portes à ma place, il va rien se passer, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi, qui donne, reçoit. Je ne recevrai rien si je ne donne pas. Je ne serai jamais reconnue si je ne me montre pas, si je ne suis pas là. Donc, c'est super important ce truc-là. Tu me disais que je suis venue à l'entrepreneuriat après l'hypnose. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'aime davantage presque l'entrepreneuriat que l'hypnose. Je le dis avec beaucoup de bienveillance, hein. C'est pas que j'aime pas mon métier, c'est pas ça. C'est que j'aime cette indépendance. Putain, mais c'est trop bien. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire une conférence, je fais une conférence. Enfin, je me donne les moyens pour faire une conférence. Si demain j'ai envie de faire une intervention en entreprise pour parler de l'inclusion de la femme dans l'entreprise, je vais faire ça. Si demain j'ai envie de m'investir pour une association qui accompagne les enfants neuroatypiques, je peux le faire. Là où quand j'étais salariée dans une grosse boîte et où j'étais manager, aujourd'hui il fallait sortir l'état de compte d'un tel. Et demain il fallait relancer un tel parce qu'il n'avait pas payé son truc. Ouais, ok. Mais j'ai une ampleur des possibles qui est bien plus grande devant moi aujourd'hui que je n'ai jamais eu auparavant. Et ça, c'est vachement chouette. Et c'est vraiment important, ce truc-là de « je peux tout ». C'est une croyance que j'ai qui m'aide beaucoup. Tout m'est possible. Il suffit que je mette les choses en place. Et oui, parfois, ça n'arrive pas aussi vite que ce que je voudrais. Et oui, parfois, il faut lâcher son ego. J'écoutais un podcast récemment de Fabien Olicard qui disait qu'il n'attachait pas son ego à ce qu'il faisait. Ce qui faisait que quand c'était raté, c'est pas grave. C'est cette notion d'essai-erreur.
Léa, tu me connais depuis 3 ans et demi. Je me suis plantée une paquet de fois sur les choses que j'ai mis en place. Mais si je m'étais pas plantée, je ne saurais pas comment le remonter derrière ou comment le remonter différemment. Je crois que j'ai créé 3 podcasts. Il y en a plus qu'un qui est en place. Mais j'en ai créé 3. Et c'est pour ça que celui qui reste en place, il reste en place et il est chouette et j'ai appris de ça. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est vraiment d'essayer, essayer et avoir cette notion de avec mes mains, je montre une ouverture, mais d'ampleur des possibles. Tout est possible. Je peux tout. Mais je peux tout à partir du moment où je suis alignée avec moi, où je suis OK avec ce que je fais, où je sais aussi prendre des temps off. Enfin, je te disais tout à l'heure, mes enfants vont très peu au centre le soir parce que je les récupère au moins 2 à 3 fois par semaine à 16h30. Parce que c'est important pour moi et que ça me fait du bien. Génial. Je suis ravie que tu puisses trouver un équilibre comme ça et que tu sois OK autant avec tout ce que tu as à faire et comment le faire. C'est super, bravo. Avec plaisir. C'est cool. Et c'est pas tous les jours facile, attention. Je fais la maline, mais c'est pas simple. Mais ça veut pas dire que c'est pas challengeant et que ça fait pas du bien. C'est cool aussi. Ah, c'est clair. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les personnes qui t'inspirent, qui te donnent des idées, qui te challenge? Alors, vous me voyez pas comme c'est un podcast, mais je viens de faire une grimace bizarre parce que je ne suis pas du tout. Si, il y a des personnes qui vont m'inspirer, mais c'est rarement une personne en entier. C'est un petit bout, tu vois. J'aime beaucoup, je parlais de Fabien Olicard tout à l'heure. J'aime beaucoup sa manière d'avoir monté son truc au moment où on n'y croyait pas forcément. Enfin, quand vous connaissez un peu son histoire, vous comprendrez un petit peu. J'aime beaucoup certains personnages qui ont pu se lancer. Je pense à des formes. Enfin, je pense à des. Je sais pas à qui je pense, mais je pense à des gens. Je pense aussi à des formateurs que j'ai pu avoir en formation. Mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais chez eux, c'est une petite partie. Tu vois, je me suis lancée dans un réseau et il y a une entrepreneure que j'admire énormément parce qu'elle est hyper positive, parce qu'elle est toujours dans l'allant, parce qu'elle s'adapte à tout le monde, parce qu'elle a une capacité d'adaptation qui est dingue pour plein de raisons. Mais en fait, c'est cette partie-là que j'aime d'elle. Enfin, tu vois, qui m'inspire. J'ai du mal avec le côté global d'une personne. J'ai un peu rejeté la religion chez mes parents quand j'étais gamine. Tu vois, je peux pas admirer de manière universelle. J'apprécie et j'admire certaines choses. Tu m'inspires beaucoup, Léa, par certaines choses, par tout ce que tu as pu mettre en place, par les accompagnements qu'on a pu faire ensemble, par ces choses où on a grandi toutes les deux. Clairement. C'est gentil, mais c'est vrai. Enfin, c'est ce que je ressens vraiment. Mais ce que j'aime, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai pas cette notion de je suis inspirée par une personne. J'aime bien aller piquer chez chacun certaines parts de ses caractéristiques, tu vois. Et donc, qui tu suis, toi? Qui tu suis? Tu peux citer quelques noms que tu peux suivre qui t'inspirent sur une partie? Ouais, j'aime bien Chloé Bloom. Sur sa bienveillance et son accueil. J'ai eu la chance de la voir à l'Académie AZ. J'ai fait l'Académie AZ l'année dernière et c'était vraiment chouette. J'aime bien Yannick Alain sur son côté gentillesse et comment vendre. Je le trouve très intéressant. J'aime bien... voilà, enfin, je sais pas mal déjà. C'est pas mal déjà, effectivement. Bon, bah super. Vous allez pouvoir encore avoir plein de conseils avec cet épisode. Donc, merci beaucoup, Émilie, pour ta générosité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à toi, Léa, de cet accueil, de ce que tu mets en place pour que les entrepreneurs puissent se développer. C'est des chouettes ressources. Merci de tout cœur. Merci beaucoup, Émilie. Je t'envoie plein de cœurs. Pareil. Je te dis à très vite et puis je vous souhaite une belle journée, soirée, en fonction de quand vous écouterez cet épisode. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes.
Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!